qui refusent d'autres femmes. C'est quand même hallucinant. Oui, parce qu'aujourd'hui, les néo-féministes sont en pleine dérive. Elles cherchent non pas à défendre les droits des femmes, mais à déconstruire la société occidentale. Moi, je ne comprends pas comment aujourd'hui on peut protéger le droit des femmes en étant anti-police, par exemple, alors que ce sont les policiers qui sont au contact des femmes victimes de violences, qu'elles soient intrafamiliales ou des violences dans la rue. Regardez ces charges. C'est quand même, moi, ça me fait mal au cœur. Et c'est ça le problème. Ce qu'a dit Anne, qui était très juste, c'est qu'aujourd'hui, on a vraiment affaire à des féministes, des néo-féministes en carton, qui ne sont pas là sur les vrais sujets essentiels, par exemple la protection des femmes en Iran, en Afghanistan ou que sais-je, ou qui ne sont pas sur les sujets de fond, notamment, par exemple, on les a jamais entendus critiquer, dénoncer les viols qui a eu lieu au Royaume-Uni par des Pakistanais. Ah non, il fallait surtout pas, ça bousculait le récit. Ne correspond pas au récit. Ouais, et le problème, en fait, c'est qu'à choisir entre la défense des minorités et la protection des femmes, certains néo-féministes ont choisi la protection des minorités avant tout, quoi qu'il arrive, parce que ce ne sont pas les bons agresseurs. Et de fait, on arrive à une société où elles nous préparent, elles vont nous vendre une société qui aura un parfum de soumission à l'islamisme. Et c'est ça, je pense, le véritable problème et le véritable danger de ces gens-là. L'Europe ne surfe pas sur ce discours de paix ces derniers jours. Oui, tout à fait. En fait, ce qui est le point, la question que vous posez est très intéressante dans la mesure où aujourd'hui, le président de la République rappelle qu'effectivement la Russie est une menace, mais ce n'est pas la menace essentielle en France et existentielle. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, notre pays, et c'est ce qu'avait rappelé François Fillon dans un entretien pour Valeurs Actuelles, est davantage soumis à l'idéologie islamiste. Ce n'est pas la Russie qui a assassiné les 300 Français morts du terrorisme islamiste depuis le début des années 2000. Ce n'est pas la Russie qui est derrière Mohamed Merah. Ce n'est pas la Russie qui a assassiné les journalistes de Charlie Hebdo. Ce n'est pas la Russie de la même façon qui a créé le Bataclan. Et on pourrait effectivement, comme l'a dit Jonathan Sicsou, développer et démultiplier les exemples. Et c'est ça le problème. C'est qu'en fait, Emmanuel Macron a déclaré une guerre contre le Covid-19 en 2020. Les Français l'ont suivi dans cette guerre. Il a été suivi. En revanche, là, ce que les Français attendent, ce n'est pas que Emmanuel Macron déclare la guerre à la Russie, c'est qu'Emmanuel Macron déclare la guerre aux ennemis de l'intérieur aujourd'hui, à ceux qui menacent existentiellement les Français dans leur quotidien. L'insécurité galopante, les narcotrafiquants, les terroristes. Et c'est cela, en fait, le véritable problème qu'a le discours d'Emmanuel Macron en termes de réception de la part de l'opinion publique dans l'opinion publique. Tant qu'il n'y aura pas, en fait, cette déclaration de guerre aux ennemis de l'intérieur, comme l'a fait, par exemple, les États-Unis. Nous, on travaille sur cette question, et les États-Unis, Richard Nixon, en 1974, déclare la guerre au narcotrafic, parce qu'il voit que c'est la problématique qui gangrène la société américaine à cette époque-là. Il faut que le président de la République déclare une guerre aux ennemis de l'intérieur avant de vouloir s'occuper des autres conflits. Oui, et effectivement, comme l'a rappelé Jonathan Sicsou, la guerre en Ukraine est importante pour les intérêts géostratégiques européens, mais, et puis c'est le deuxième point, c'est qu'en fait, les Français ne comprennent pas comment on n'arrive pas à rétablir l'ordre à nos frontières, on n'arrive pas à expulser 17 étrangers sous OQTF auprès de l'Algérie, comment on va aller rétablir l'ordre à Lugansk ou à Donetsk face à la Russie? Et c'est cela, en fait, le problème, c'est qu'il y a des bonnes intuitions, certes, mais il n'y a pas les arguments et les instruments, finalement, d'une politique étrangère de protection des frontières. Arnaud Klarsfeld, dernière question, peut-être un peu vis-à-vis de cette mouvance woke pro-palestinienne. Aux États-Unis comme en France, le monde universitaire est gangréné par l'islamo-gauchisme. Ça, c'est un fait, c'est factuel, c'est-à-dire qu'on le voit dans l'ensemble des prises de position des responsables des administrations qui ferment les yeux au nom de la doctrine pas de conflit, pas de vague, face à des minorités qui, justement, prennent en otage les écoles. Et ça, on nous le remonte de nombreuses associations étudiantes, nous le remontent à SAS, à Sciences Po, à Dauphine ou autres. Et ça, c'est une réalité. Face à cela, en fait, il y a deux possibilités. Soit les pouvoirs publics se couchent et donc adoptent la doctrine du pas de conflit, pas de vague, ce que l'on fait bien trop en France, même si, par exemple, il faut quand même saluer qu'une Valérie Pécresse avait émis l'idée de justement retirer la subvention allouée par la région Île-de-France à Sciences Po Paris. On a vu tout de suite qu'elle s'est mangé le mur des progressistes instantanément. De la même façon, l'autre option, c'est de faire comme ce que fait justement Donald Trump, et d'aller beaucoup plus loin, et donc de systématiser par une loi le retrait de subventions, notamment les subventions qui ne permettent pas de fermer l'université. Parce qu'en fait, les universités sont subventionnées de la façon suivante, c'est-à-dire que vous avez les subventions pour le fonctionnement et les subventions pour les projets pédagogiques. Et vous pouvez considérer aujourd'hui que certains projets pédagogiques, de par l'instrumentalisation politique qu'il y en a par une partie militante et également d'enseignants, ne répondent pas à un objectif
universitaire, académique, suffisamment sérieux pour pouvoir justement mener une politique de recherche. Et nous verrons si cette privation de subventions de Donald Trump donne des idées, une monarchie de l'autre, ça ne fonctionne pas du tout pareil. Non, en effet, de toute façon. Et puis surtout, c'est que la relation historique entre le Maroc et la France et entre l'Algérie et la France est complètement différente. Aussi. Mais voilà, mais de la même façon que sur les deux sujets, il ne faut pas que ce soit une relation historique qui dicte la politique étrangère d'un pays, enfin de la France vis-à-vis de ces pays-là. Aujourd'hui, l'Algérie pratique une logique qu'on connaît très bien, qu'on a tous très bien décrit, qui est une logique de rente mémorielle en accusant la France de tous les maux, notamment de son non-développement économique, le fait que, par exemple, l'Algérie, dans les années 60, avait le même PIB par habitant qu'un pays comme la Corée du Sud et que maintenant l'écart est à quasiment 20 fois, le PIB par habitant est quasiment 20 fois supérieur pour ce qui est de la Corée du Sud par rapport à l'Algérie. Donc à partir du moment où l'Algérie n'arrive pas à se développer, ils cherchent des boucs émissaires. Mais ensuite, après, le problème, c'est quelle est la ligne politique de la France vis-à-vis de l'Algérie. Aujourd'hui, la ligne politique doit être très claire. Il faut renouer avec un rapport de force. Aujourd'hui, quand vous avez des pays qui, pour moi, je pense que ce n'est plus à la France de payer pour l'Algérie et de réparer l'Algérie. C'est à l'Algérie de réparer la France. Dans le droit international, il y a aujourd'hui un principe qui est clair. C'est-à-dire que quand un pays crée des dommages sur un autre pays, notamment sur les questions environnementales, par exemple quand vous pêchez et que vous interdisez du coup l'accès aux pêcheurs des autres pays, vous payez des réparations. Par exemple, quand vous avez une usine et qui pollue les pays frontaliers, vous avez une réparation. Pourquoi ce qui marche sur la politique environnementale ne pourrait pas fonctionner sur les questions sécuritaires ou de terrorisme? Aujourd'hui, il y a une surreprésentation des étrangers algériens dans nos prisons et dans la délinquance. Il faut que l'Algérie paye les frais d'incarcération que subissent les Français, parce que les Français n'ont pas à subir la double peine, la délinquance et les frais d'incarcération des étrangers algériens. Il faudrait que l'Algérie paye, et c'est pour cela que l'Algérie doit des réparations à la France sur ce sujet-là. Et nous aurons l'occasion, bien évidemment. Alors je ne sais pas si je dirais un gouvernement des juges sur cette décision-là, en l'occurrence, sur certains autres sujets, pourquoi pas. Je pense que c'est plutôt en fait une alliance entre la tyrannie des minorités et finalement ce qu'on pourrait appeler certains juges. Et parce qu'en fait, on a une partie des minorités qui ont fait un hold-up sur la justice et qui utilisent tous les moyens de la justice pour pouvoir entraver l'action publique. C'est le cas sur la 69, alors que ces mêmes associations écologistes ont des représentants politiques comme Marine Tondelier qui vont nous expliquer la main sur le cœur qu'il faut aller faire la guerre à la Russie, qu'il faut réarmer économiquement le pays. Ce sont les premiers à bloquer des grands projets en France qui justement permettent de développer et de stimuler l'attractivité de certains territoires, parce qu'il faut rappeler que c'est dans ces territoires-là que nous avons des industries. Donc on ne peut pas faire l'économie de guerre ou je ne sais quoi avec des gens comme ça qui pensent cela. Mais c'est également le cas sur d'autres sujets. Sur la politique migratoire, vous avez nombre d'associations d'extrême gauche qui entravent l'exécution du PTF, qui entravent la protection des frontières, notamment, c'était le patron de Frontex qui le disait. Sur d'autres sujets également, c'est aussi le cas sur les questions d'insécurité, sur les questions liées au centre de rétention administratif. Et le problème, c'est que vous avez des minorités qui pourrissent la vie de la majorité, alors que, comme l'a rappelé Jonathan, plus de 70% des habitants de la région étaient favorables des riverains étaient favorables à ce projet. Donc à un moment donné, c'est insupportable que vous ayez des minorités qui puissent pourrir la vie des gens, qui puissent justement imposer leur vue à la majorité. Et je pense que c'est ça que les Français ne veulent pas, et notamment dans la France périphérique qui se sent complètement invisibilisée.